Nous ne sommes pas encore libres, mais nous avons atteint la liberté d'être libres, disait Nelson Mandela. Et dans cette émission, on parlera bien sûr de liberté, de littérature pour le beau, mais surtout de littérature pour éveiller les pensées, de littérature pour la dénonciation, mais surtout pour l'explication de l'histoire. On reparlera bien sûr dans cette émission de plusieurs pans de l'histoire camerounaise particulièrement, et c'est avec un homme politique, il est l'auteur du titre ou alors du livre, veut dire le fédéralisme unitaire, l'unité nationale ou rien. On refait donc ce livre dans cette émission avec vous, bien sûr, Bibliothèque d'Afrique. Célestin Diamène à l'invité de ce tout nouveau numéro de Bibliothèque d'Afrique qui démarre tout de suite. Au Cameroun, la forme de l'État se pose avec acuité, bien sûr, cette question, et on se demande bien pourquoi. Certains parlent de fédéralisme communautaire, d'autres de fédéralisme tout court et d'autres de fédéralisme unitaire. Mais on essaye de comprendre pourquoi chacun tire la couverture d'un côté. Avec notre invité Célestin Diamène, je vous le disais, homme politique, d'ailleurs président de l'APAR. On va en reparler dans cette édition puisqu'il est l'auteur du livre Le fédéralisme unitaire, l'unité nationale ou rien. Bienvenue à vous sur ce plateau de For You Africa. Célestin Diamène, bienvenue. Bonjour, bonsoir Cassandra, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. C'est un plaisir d'être là dans un décor différent concernant une émission culturelle. Moi, je suis un passionné de la culture, de l'art, bien entendu. Oui. Et c'est vrai qu'au Cameroun, on n'a pas souvent l'occasion de parler de culture dans les émissions télé. Donc je me réjouis que For You innove dans ce sens-là. Et c'est vraiment un plaisir d'être là pour parler de ce livre qui me semble être une thématique très importante. Oui, et justement, on essaye déjà de comprendre d'entrée de jeu pourquoi est-ce si important de revenir sur ce fédéralisme unitaire selon vous. C'est vrai, on a eu l'impression que vous défendez certaines positions aussi bien panafricanistes que camerounaises, culturelles, beaucoup plus attachées à l'identité, mais pas cette identité qui voudrait un repli. Oui, disons que là, quand on parle de fédéralisme, c'est une forme de l'État. Oui. On l'avait annoncé tout à l'heure. Donc il s'agit, non pas de panafricanisme quelque part, mais de politique intérieure. Donc j'ai beau être un panafricaniste, il n'en demeure pas moins vrai que je suis d'abord un acteur politique du Cameroun. Donc je fais à mes électeurs, en tout cas à mes concitoyens, des propositions dans le sens que j'estime être le mieux pour l'avenir du pays. Alors effectivement, quand on parle de fédéralisme, on pense à l'opposé du système de l'État unitaire, parce qu'en vérité, je pense à un débat qui est nécessaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous avons connu l'État unitaire depuis les années 60, depuis l'indépendance. Aujourd'hui encore, même si on a innové en termes de décentralisation, à partir de 1996, aujourd'hui, on voit bien que le système de la décentralisation à la camerounaise n'a pas beaucoup prospéré. Donc, du coup, les acteurs se sont élevés pour faire des propositions. Évidemment, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont d'obédience fédéraliste, donc ils souhaitent une forme de l'État basée sur à la fois un État fédéral qui serait entouré d'États fédérés. Le problème, c'est que sur quel motif on adosse cette forme de l'État. Les uns veulent l'adosser sur les ethnies, sur les communautés, ou sur les affinités anthropologiques ou culturelles. Moi, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous sont précieuses dans un pays, et quelles que soient nos divergences d'opinion. Et je pense que l'unité nationale me semble essentielle. Nous ne voulons pas la disparition du Cameroun, nous ne voulons pas la division. Parce que d'un côté, vous avez un fédéralisme communautaire fondé sur les affinités sociologiques, culturelles, ethniques, tribales, et d'un autre côté, vous avez un fédéralisme unitaire dans le sens que je veux préserver l'unité nationale. Je ne veux pas que le Cameroun devienne comme la Yougoslavie qui a disparu, parce que justement, on était basé sur les régionalités identitaires. On a connu donc après la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Macédoine, etc. Donc ce qui fait que ces entités microscopiques qui ont demandé leur indépendance ont fini par tuer le pays qui s'appelait la Yougoslavie.
Je ne veux pas que ça se produise dans mon pays. Je veux que le Cameroun reste, que le Cameroun existe. Donc, il faut éviter de jouer aux apprentis sorciers. Parce que quand on commence à parler de régionalisme identitaire, de fondement sociologique de la forme de l'État, ça m'inquiète. Et je ne veux pas que demain, ces groupuscules étatiques à vocation souveraine fassent disparaître le Cameroun. Et si on ne prend garde, si cette histoire, par malheur, un jour est appliquée dans notre pays, le Cameroun disparaîtra. Donc il faut absolument préserver ce qui nous est précieux, ce qui nous est commun, c'est l'unité du Cameroun. Je tiens à rappeler que beaucoup sont décédés, sont morts sur le champ de guerre parce qu'ils défendaient le rassemblement et l'unification du pays. Et votre livre semble être un peu comme une façon de leur rendre hommage, mais surtout remettre au goût du jour la problématique qu'ils défendaient corps et âme, ou du moins oui, cette idéologie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une image à projeter, mais je peux dire que vous avez raison dans le sens que vous prenez les cas des héros nationaux que nous connaissons tous, c'est-à-dire que Podol Oumniobé, Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié, au sein de Afana, Abekinga et tous les autres qui ont donné de leur vie pour défendre l'unité du Cameroun. Eh bien, ces gens sont morts parce que justement, je pense qu'au-delà de nos divergences, nos disparités ethniques, nous avons ensemble en commun cet héritage qui est le Cameroun. Donc moi, je pense que c'est un bien précieux que nous devons tous préserver. Et il ne faut pas jouer sur des thématiques qu'on ne maîtrise pas. Je pense donc qu'il faut plutôt entretenir et cultiver la citoyenneté, qui est notre bien commun. Je veux dire qu'après tout, on n'est pas en train de répugner ou de renier nos origines ethniques. Évidemment que tout le monde naît quelque part. Tout le monde a un village, mais au-delà des villages, ce qui transcende nos différences, on va dire, culturelles, c'est la République. C'est la République du Cameroun. Et c'est pour ça que nous nous battons, pour que nos enfants aillent à l'école de la République, qu'ils soient moulés, n'est-ce pas, à la citoyenneté. La citoyenneté qui est le contraire du communautarisme. Donc nous ne voulons pas du communautarisme au Cameroun, parce que tout simplement nous avons déjà beaucoup travaillé, beaucoup de sacrifices ont été faits pour, n'est-ce pas, consolider la nation. On n'est pas encore tout à fait un État-nation, mais je pense que nous avons le droit, le devoir même d'ailleurs de continuer ce combat. Donc nous ne permettrons pas aux gens de venir s'amuser avec ce concept de communautarisme, parce qu'il est extrêmement dangereux. C'est un poison mortel pour la République. Donc il faut enseigner aux enfants que nous avons cet héritage qui est très important, qui est l'unité nationale, qu'il faut absolument préserver, quelle que soit la forme de l'État. Quelle que soit la forme de l'État, il faut préserver l'unité nationale. Or, si nous mettons en place les processus comme les États régionaux, qui à terme, vous avez vu la Catalogne, il y a quelques années, la Catalogne a voulu, par cette autonomie que la Constitution espagnole leur accordait, ils ont voulu se déclarer indépendants. Il y a eu un référendum. Heureusement que l'État espagnol s'est remis à la page, s'est mis debout pour interdire l'indépendance de la Catalogne. Nous ne voulons pas de ça ici, nous sommes fiers d'être Camerounais, et je suis Camerounais avant tout. Et vous ne pensez pas que ce livre s'inscrit un peu comme une forme de, je ne vais pas dire de forcing, mais si on se retrouve dans un pays, par exemple, où certains veulent absolument se détacher, non pas peut-être par haine, mais par besoin de liberté, est-ce que ce fédéralisme unitaire répond encore aux aspirations de ce peuple-là? Mais est-ce que la liberté est antinomique de l'unité nationale? Je ne pense pas. On est unis parce qu'on a un destin commun, on a un passé commun, et on veut construire ensemble une histoire commune. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre, bien au contraire, puisque l'État se caractérise par quoi? Par un gouvernement, par une constitution, par des textes de loi, et par des libertés fondamentales qui sont garanties. Donc il n'est pas question d'abolir, en tout cas, ça ne viendra pas de moi, d'abolir les libertés fondamentales. Donc, les libertés sont préservées, mais seulement nous sommes jaloux, comme le dit l'hymne national, jaloux de notre liberté, jaloux de notre pays. Nous avons une constitution qui interdit effectivement de faire allusion aux critères ethniques ou philosophiques pour juger quelqu'un. J'estime qu'on est libre d'avoir une opinion, mais personne n'a le droit de porter atteinte à l'entité Cameroun. Mais la liberté n'est pas du tout mise en cause. Les gens peuvent s'exprimer. Nous sommes conscients qu'il y a des particularismes locaux, n'est-ce pas? Il y a
la culture de la côte, la culture du Sahel, la culture de la savane, dans le sud, la forêt, dans le centre. Il y a la culture des montagnes, à l'ouest. Mais tout ça fait de nous des enfants chéris d'un pays qui, en lui seul, concentre peut-être 5 qualités, 5 pays africains différents. Le Cameroun, c'est 5 pays en un seul, en fait. Mais c'est une chance. Ça ne peut pas être un facteur de division. La diversité n'est pas faite, nous est pas offerte pour nous diviser, mais pour nous unir. La diversité n'est pas donnée pour nous haïr, mais pour nous aimer, au contraire. Elle n'est pas faite pour appauvrir l'esprit, mais au contraire pour nous enrichir mutuellement. Donc c'est une chance d'être Camerounais. C'est quand même rare un pays comme ça qui, sur le plan climatique, culturel, vestimentaire, concentre autant de diversité. Donc prenons-le comme une chance extraordinaire et préservons donc cette unité nationale. C'est pour ça que vous verrez que, sur le bouquin transparent, vous verrez bien que c'est marqué en travers du livre, l'unité nationale ou rien. Ouais. C'est ça qui nous tient à cœur. Voilà, on n'est pas dans le communautarisme, qui sont des éléments susceptibles de porter atteinte à notre vivre ensemble. Vous voyez, on est dans un pays où comment dirais-je, les susceptibilités d'ordre ethnique sont assez vivaces, donc il n'y a pas lieu d'en rajouter, et de faire des bouquins qui incitent au contraire au sentiment d'appartenance tribale ou ethnique. Nous voulons convaincre les Camerounais qui sont d'abord Camerounais avant d'être de leur région. La région, c'est une question de patrimoine culturel. S'habiller avec le ndop, avec le sanja, avec le boubou, ça fait partie du Cameroun. D'accord. C'est nos richesses. Mais dans votre livre, à quel niveau est-ce que vous mettez en exergue, ou alors de quelle manière vous mettez en exergue ce fédéralisme unitaire, mais qui entretient aussi l'identité culturelle et qui, comment dirais-je, et qui pourrait approfondir chez chaque Camerounais cette culture ou alors cette éducation culturelle. Parce qu'on a l'impression aussi, au-delà de la forme de l'État, il y a le manque de conscience et le manque d'éducation de masse. Oui, je pense que l'éducation vient d'abord de la famille. Oui. C'est vrai. Il vaut mieux avoir des parents qui ont cette conscience que nous vivons dans un pays, une nation qui s'appelle le Cameroun. Et ensuite, cette éducation est quand même complétée par l'instruction publique, qui est l'école de la République. L'école de la République, c'est un endroit où tous les enfants, quelle que soit leur origine tribale, participent aux mêmes disciplines. L'instruction civique, la géographie, l'histoire, etc. On leur enseigne cela. Donc on forme d'abord le citoyen. Ça, c'est l'éducation camerounaise. On forme un citoyen, l'habitant de la cité, avec des valeurs républicaines. Quand on a fini d'exposer nos différences, on sait qu'au-delà de ces différences, il y a le point commun qui est la République. Donc je pense qu'il y a des infracultures. L'infraculture, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le ngondo, c'est une infraculture. Vous voyez, vous revêtez un beau kaba, c'est quand même un vêtement de chez nous, on est très fiers. Vous auriez en face de vous une femme du Nord, elle sera habillée autrement. Et une autre femme sera habillée en tenue peut-être beaucoup plus traditionnelle, propre au centre ou au sud. Tout ça, c'est notre diversité. Et c'est cette diversité qui forme la spécificité camerounaise. Je veux dire, c'est un pays qui par nature est pluriel. C'est un pays qui brasse tellement de cosmopolitisme, qui brasse tellement de différences culturelles, qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être un concentré de pays d'Afrique. On dit souvent que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Vous voyez, quand vous sortez de Douala pour aller vers Ngaoundéré, c'est une autre infraculture. Mais tout ça, ça crée le Cameroun. Ça crée le Cameroun, on en est fier. On ne veut pas que cet État, qu'on appelle le Cameroun, demain explose et disparaît. Et comment est-ce qu'il faudrait le mettre sur pied, ou alors le renforcer, ce fédéralisme unitaire, ou du moins cette forme de l'État que vous proposez? Non, il faut déjà choisir, c'est une loi. Oui. Si on choisit par exemple par référendum, le président de la République peut parfaitement, c'est son droit constitutionnel, décider de soumettre à référendum une question d'ordre national, constitutionnel. Voulez-vous ou pas que le Cameroun devienne une fédération?
un État fédéral. Bon, maintenant, après ça, il est clair qu'à partir de là, une fois que la loi est adoptée qui change la forme de l'État, on passerait l'État unitaire à l'État fédéral, eh bien, il faut simplement l'implémenter. C'est-à-dire qu'il faut créer les régions. Ça peut être un fédéralisme adossé sur les 10 régions administratives actuelles, c'est-à-dire qu'il y aura l'État du littoral, l'État du centre, etc. Mais ceux que je combats, et à juste titre, c'est ceux qui veulent qu'on adosse cette forme de l'État, non pas sur les 10 régions actuelles, mais sur les qualités ethniques. C'est-à-dire que si par exemple, je suis Mpo, vous êtes Mpongo, vous êtes Bassa, Bakoko, on peut vous regrouper. Oui. Ils appellent ça l'identité, les affinités identitaires. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas le faire. Parce que je pense qu'introduire les éléments ethniques dans la politique, c'est un danger terrible. Dans certains pays européens, ça aboutit au fascisme et à l'hitlérisme, au nazisme. Et on a commencé à se détester, à se haïr. À s'entretuer. À s'entretuer. Le Rwanda, c'est pas si loin que ça, parce qu'on pensait que le Tutsi était différent du Hutu. Et même, je peux rappeler le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas très longtemps. Il y avait un ancien président qui parlait d'ivoirité. Entendu, il y a des Ivoiriens de souche, d'autres qui ne le sont pas. Et même d'ailleurs, quand vous regardez même le cas du Kenya, après les élections entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, il y a eu des blocs tribaux qui se sont formés pour s'entretuer entre eux. Donc nous ne voulons pas ça au Cameroun. Nous voulons simplement qu'il y ait la préservation de ce socle commun qu'est la culture camerounaise. Vous êtes citoyenne du Cameroun. Il n'y a pas de passeport Bassa. Il n'y a pas de passeport Ekan. Il n'y a pas de passeport camerounais. Il y a un passeport camerounais. D'ailleurs, même quand vous sortez du Cameroun, on vous identifie comme camerounaise. On s'en fout d'où vous venez, que ce soit du Mbam ou pas, ce n'est pas le problème des gens. Nous voulons le drapeau camerounais qui continue de flotter très haut. Et nous sommes fiers de ça. Maintenant, ça ne nous empêche pas, quand on rentre au pays, d'aller au village, de manger du kepen, de manger du mbongo, de manger du sanga, de manger du taro. Ça ne change rien. C'est notre richesse. Mais il faut faire une distinction entre la culture et, comment dirais-je, la politique. Quand vous avez un militant, ce qui vous intéresse, c'est quoi? Ce sont ses idées. C'est le combat qu'il vous apporte dans les revendications que vous soumettez au peuple. Ce n'est pas son origine ethnique, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc ça, c'est le champ politique. Les tribus restent dans les tribus, dans la culture. Mais quand on franchit le seuil de la politique, on veut des idées. C'est un débat d'idées qui apporte, quelle que soit votre origine. Voilà, d'accord. Eh bien, on parle de cette forme de l'État, mais on parle surtout d'un Cameroun qui finalement est un peu victime de sa diversité et n'arrive pas à suffisamment la contenir, n'arrive pas à l'instrumentaliser pour son développement. Et vous, ce que vous proposez dans ce livre, c'est totalement une refonte. Je propose d'abord qu'il y ait une certaine prise de conscience, que nous avons en partage une nation. C'est vrai que dans le passé, il y avait des États, les vieilles nations d'Europe, qui étaient aussi segmentées et divisées que nous le sommes aujourd'hui. Mais ces nations européennes sont parvenues, je parle de la vieille Europe, elles sont parvenues quand même à créer un véritable État-nation. C'est-à-dire que les gens se sentent un destin commun. Il y a des valeurs qui transcendent toutes les tribus. D'ailleurs, il n'y a qu'en Afrique qu'on parle de tribus aujourd'hui. Mais les gens oublient que ça aussi existait en Europe. Je prends le cas de la France, qui était un pays colonial. Il y avait des Parisiens, des Languedociens, il y avait des Normands, des Savoyards, des gens qui venaient de partout. Mais c'est François Ier au XVe siècle qui impose d'abord la langue française pour unifier les Français et qui impose, après la Révolution de 1789, l'école de la République, donc qui est un creuset au sein duquel on peut mouler le citoyen. Les valeurs de la République passent par l'école de la République. C'est-à-dire que quel que soit le prof qui est en face de vous, il vous dispense le même cours. Que vous veniez d'une famille MRC, RDPC, à part n'importe quoi, quand vous entrez à l'école, c'est pour les valeurs de la République. Et on éduque, on transforme, on moule le citoyen de demain à travers l'éducation scolaire. Donc ça me semble primordial. Comprenez? Ça n'est en rien antinomique avec notre culture. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le champ culturel, à ne pas confondre avec effectivement notre
aspiration à rester une nation, même si elle est fragile aujourd'hui, parce qu'il y a encore des forts ancrages, on va dire, ethniques, qui vont même jusqu'au vote ethnique, c'est vrai. Mais il faut continuer à travailler les consciences, à travailler l'éducation des enfants à l'école, pour qu'ils comprennent qu'au-delà de nos différences régionalistes ou tribales, il y a quand même au-dessus de nous cette nation. À l'image des lions indomptables, qui forment un bloc. Nous sommes tous fiers quand les lions gagnent. Nous espérons qu'elles gagneront bientôt la Coupe du Monde. Et tous les Camerounais vont vibrer à l'unisson, quelles que soient leurs origines tribales. Donc c'est pour ça que je pense qu'il fallait écrire ce livre pour rappeler qu'il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. Il y a des concepts avec lesquels on ne rigole pas. Parce que c'est notre bien le plus précieux. Je ne veux pas demain d'un État bamileke, et quand, Bassa, Sawa. Non, je n'en veux pas du tout. Je me bats pour le Cameroun. Oumiobe en est mort, Ernest Ouandié et bien d'autres encore. Donc nous devons continuer ce devoir, ce combat-là, que les autres ont commencé avant nous. Donc on doit le continuer. C'est notre mission à nous, pour notre génération. Demain, nos enfants aussi vont reprendre le flambeau et continueront dans cette voie-là. Eh bien, depuis 2016, on constate des rixes et des exactions du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ça fait donc plusieurs années que cela dure et c'est une partie qui a voulu se détacher du pays camerounais. Est-ce que vous pensez que ce fédéralisme unitaire pourrait être définitivement une solution à ce type de problème, mais surtout une solution pour se détacher du legs colonial? Oui, en fait, quand on dit fédéralisme unitaire, comme je vous l'ai indiqué, c'est justement pour préserver ce bien précieux qui nous est commun. Ouais. Donc, quand nos frères du nord-ouest et du sud-ouest veulent se détacher de nous, ils croient qu'ils sont différents parce qu'ils ont reçu une colonisation britannique. Ils se disent anglophones. Or, nous sommes d'abord camerounais. Parce qu'aurions-nous dit à l'époque des Allemands, étions-nous germanophones, je n'en sais rien. Mais on ne peut pas se fonder sur la langue, sur les vestiges coloniaux pour s'identifier. Ces gens-là, ces Camerounais-là, du nord-ouest et du sud-ouest, ont des langues maternelles, comme ici nous dans la partie francophone. Pas en quoi ils sont anglophones. On peut très bien parler anglais, chinois, allemand, sans remettre en cause son identité camerounaise. Donc ça, c'est des faux fuyants. Et là encore, c'est une démonstration de l'immense immaturité et l'ignorance atavique de certains Camerounais, parce qu'ils pensent que c'est l'homme blanc qui détermine notre culture, notre identité. Non. Avant l'arrivée des hommes blancs, des Français, des Britanniques, nous parlions déjà nos langues maternelles. Nous avions déjà notre civilisation. Donc on ne va pas nous définir par rapport à la période coloniale. L'histoire de l'Afrique ne commence pas, vous imaginez bien, la période coloniale. Ça n'aurait pas de sens. Les Français ont été occupés par les Allemands. Pourtant, les Français ne parlent pas allemand. Oui. Du moins, ils ont le culture français, ils en ont fiers. Le Japon a occupé, colonisé la Chine. La Chine n'en parle même plus. Ils sont fiers d'être chinois. Ils ont une culture chinoise, une civilisation chinoise. Il y a plein d'exemples comme ça. Comprenez? Donc, nous, on est fiers d'être africains et plus spécialement camerounais. C'est pour ça que j'insiste pour dire que l'unité des Camerounais, ça, c'est le socle, la pierre angulaire, qui doit arrondir tous les angles. Il n'est pas question que parce que le nozo a été des influences anglo-saxonnes qui se définissent par rapport à ça. Certes, l'école, c'est en anglais, dans cette zone-là, mais avant cela, ils ont des familles. Leurs grands-parents ne parlent pas anglais. Leurs grands-parents parlent bien les langues maternelles camerounaises. C'est quoi le problème? Donc, il y a un célèbre écrivain antillais à l'époque qui s'appelait Frantz Fanon, qui avait écrit sur les damnés de la terre, qui pensait que quand on est culturellement aliéné, eh bien, on perd même la conscience d'être. C'est-à-dire que on essaie un petit peu de se greffer à la culture de l'autre. Nous avons une civilisation. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Oui. C'est la première des civilisations. Soyons fiers de ça. Arrêtons de dire qu'on est francophone, qu'on est anglophone. Est-ce que les Français qui ont mis longtemps en Afrique sont bamilékophones, bassaphones ou sawaphones? Ils sont toujours français, malgré le temps qu'ils ont passé ici. Pourquoi nous avons cette tendance à toujours adopter la culture des autres? Nous en avons une, soyons-en fiers et préservons
l'unité nationale. Et c'est là qu'on reviendra toujours à l'éducation de masse pour parler de cette culture, parce qu'aujourd'hui on souligne et on remarque une déculturalisation tout simplement des masses, que ce soit des jeunes, mais aussi aujourd'hui des plus âgés. Mais alors la question que j'aimerais poser, Célestin Diamène, c'est surtout en quoi est-ce que ce fédéralisme unitaire pourrait être un pansement aussi bien pour l'économie, le développement du pays camerounais aujourd'hui? Parce que quand on est désuni, il n'y a pas beaucoup de chances pour émerger. On est une nation d'environ 30 millions de personnes, donc un marché intérieur potentiellement de 30 millions de personnes. Il est important que nous préservions cet espace-là. Je rappelle qu'à l'époque, nous étions beaucoup plus grands que ça. À l'époque, nous avions une superficie d'environ 1 million de kilomètres carrés. Avec la défaite allemande après la Première Guerre mondiale et la redéfinition de l'espace mondial, la Guinée équatoriale, le Gabon sont devenus des États. C'était des territoires camerounais. Et quand vous rajoutez à cela le fait qu'en 1961, après la conférence de Fouman, on a, comment dirais-je, annexé une partie du Cameroun, la nord d'un Cameroun, a essayé de rajouter au Nigeria. Donc on a perdu beaucoup d'espace. On est passé de pratiquement 1 million de kilomètres carrés à 475 000 kilomètres carrés. Donc le Cameroun est déjà microscopique. Si en plus il faut nous diviser, je crois que c'est un problème. Je crois donc qu'il faut préserver cet espace, c'est très important. Et puis nous avons quand même une particularité, nous Camerounais, on a une culture commune. Nous sommes assez chauvins, il faut le dire. Nous sommes patriotes. Bien sûr, même s'il y a des sécessionnistes, c'était un groupuscule de même pas 1% de la population du Nozo. Donc, vous parlez du nord-ouest et du sud-ouest. Et du sud-ouest. Donc ça veut dire que l'essentiel, c'est que les Camerounais aiment le pays. Maintenant, il y a des Camerounais qui ont le sentiment d'être beaucoup plus, d'être beaucoup moins Camerounais que d'autres. Ils se sentent frustrés. Donc il faut répondre à ces questionnements-là. Mais la solution n'est pas la division. Ça n'a pas de sens. La division profite toujours aux autres, aux puissances prédatrices et impérialistes. Donc c'est la raison pour laquelle il faut, même si on change la forme de l'État, ce que nous souhaitons, ce que je souhaite en tout cas, il faut préserver cette unité nationale. Les États-Unis par exemple, ils sont divers, n'est-ce pas? Oui. Mais ils forment une unité, c'est un grand pays, parce qu'ils sont justement unis, malgré leurs différences, n'est-ce pas? L'Allemagne est un État fédéral, vous savez très bien. On peut prendre d'autres cas, le Nigeria, etc. Donc, je pense que la forme de l'État ne doit pas remettre en cause notre bonheur à vivre ensemble, à rester ensemble. C'est ça qui nous intéresse. Donc il faut tout faire pour éviter des concepts fallacieux, démagogiques, comme le fédéralisme communautaire. D'accord. Je crois qu'on a définitivement compris que vous n'êtes pas d'avis avec le fédéralisme communautaire. Vous avez d'ailleurs expliqué pourquoi. Eh bien, après avoir parlé de ce fédéralisme communautaire, on se demande s'il pourra résoudre le problème des minorités. On parlait tout à l'heure des sécessions, c'est que cela vient de certaines frustrations. Est-ce que ce fédéralisme unitaire pourrait réellement résoudre les problèmes des minorités? Je ne sais pas ce que vous appelez minorité. Bon, peut-être pas minorité, mais des peuples qui se sentent moins camerounais que d'autres à cause de certains peut-être traitements ou alors de certaines frustrations vraiment bénignes. Oui, là, c'est des sentiments. Mais ce n'est pas parce que c'est des sentiments qu'il faut ne pas répondre à ces questionnements. Mais le terme minorité, c'est un terme un peu que j'aime pas beaucoup. D'abord parce que quand on dit unité nationale, ça regroupe tout le monde. Tous les Camerounais qui sont sur le territoire national, même ceux qui sont en dehors, sont attachés à la mère patrie qui est le Cameroun. Bon, maintenant, ceux qui sont frustrés parce que peut-être ont le sentiment que telle région est plus favorisée et moins favorisée que d'autres, c'est un sentiment. Dans tous les cas, il faut une réponse politique. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, qu'il sache que si l'école est de qualité, parce qu'il y a des meilleurs professeurs, des meilleurs outils, des meilleurs équipements dans le centre ou le littoral, la République, ce n'est pas que le centre et le littoral, c'est les 10 régions. Donc il faut travailler pour que les professeurs soient aussi de qualité là-bas, pour que les équipements scolaires soient aussi de qualité là-bas. Il n'y a pas de raison que 60 ans après les indépendances,
qu'on puisse encore aujourd'hui parler des régions attardées sur le plan scolaire ou sur le plan médical. Ça n'a pas de sens. Ou même sur le plan infrastructurel. Donc c'est une question politique, une question de gouvernance. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'identité, comprenez. À l'époque, l'ancien président, il a essayé de créer ce qu'il appelait à l'époque l'équilibre régional, parce qu'il pensait que, en termes de développement, le centre littoral était beaucoup plus avancé, qu'il fallait faire une discrimination positive, notamment en termes de concours publics, n'est-ce pas, pour que ceux des régions, entre guillemets, moins développées, puissent participer à l'effort national. Bon, ça fait quand même 60 ans qu'on est à l'apparence indépendant. Non, mais c'est pour ça que je parle de gouvernance, parce qu'en fait, quel est le but du fédéralisme? C'est la gouvernance locale. Vous voyez, on pense que si vous êtes à Douala, à Daïdo, et qu'il y a par exemple besoin de créer un forage, ce n'est pas Yaoundé qui doit le faire, c'est les gens de Daïdo qui savent ce dont ils ont besoin. Et quand on parle donc de gouvernance locale, c'est en termes d'efficacité. Parce que seuls les habitants de Daïdo, les gouvernants de Daïdo, entre guillemets, savent ce dont ils ont réellement besoin pour que la commune, pour que cette localité puisse émerger. L'État central, l'État fédéral est là pour assurer un cadre, on va dire, citoyen, un cadre homogène en termes du respect des droits fondamentaux, en termes de l'économie, en termes de, comment dirais-je, la diplomatie, en termes de la monnaie ou des finances. Mais tout le reste, chaque région a ses particularités. Ce qui est vrai pour l'extrême nord ou pour la Damawa, ne l'est pas forcément pour le littoral ou le centre, où il y a beaucoup plus des fleuves, beaucoup plus de forêts. Vous voyez? Donc il faut décentraliser dans le sens que, d'ailleurs, notre décentralisation a échoué, il faut le dire. Aujourd'hui, on passe à une fédération, pour moi, qui est la meilleure garantie pour le progrès social et pour la croissance économique. Parce que, moi, si je revendique à ce point le fédéralisme, c'est bien pour des motifs d'économie, de croissance économique et de progrès social. Pas pour des motifs que je suis Bassa, vous êtes Bamileke, je suis Bakoko, il faut qu'on soit... Non, c'est pas ça. C'est pas une valeur ajoutée, ça n'apporte rien. Vous pensez que par quel miracle, le fait d'être entre Bamileke, on va forcément développer le coin? Non, c'est pas vrai. C'est des résidents, les gens qui sont sur un territoire, qui aiment ce territoire. Prenez le cas du Mongo. Il y a beaucoup de Bamileke dans le Mongo, qui sont depuis des générations infinies. Ils ne sont même pas... L'Ouest, pour eux, ça ne leur dit rien. Leur village, c'est le Mongo. Donc, quand on parle de territoire, c'est les gens qui aiment ce territoire, qui y habitent et qui veulent le développement de ce territoire-là. Et c'est pour ça que je parle de fédéralisme unitaire, qui évacue des motivations ethniques ou sociologiques. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que si je suis né dans une ville, j'y ai grandi toute ma vie, j'y ai fait toutes mes classes, et donc j'ai envie d'aspirer à des fonctions politiques, on me renvoie au village de mes parents. Ça s'appelle l'apartheid. Comme en Afrique du Sud. On ne peut pas être panafricaniste et plaider pour l'apartheid. Ce n'est pas possible. On a combattu les Blancs d'Afrique du Sud, pourquoi? Parce qu'ils considéraient qu'il fallait créer des Bantoustans pour les Noirs. Quel que soit ce qui s'y passe, vous entretuez entre vous, ce n'est pas leur problème, tant que les régions blanches sont calmes, sont en sécurité. Voilà le cœur du débat. Nous ne voulons pas reproduire en Afrique noire, au Cameroun en tout cas, des Bantoustans. Hors de question. Parce que ce que proposent les communautaristes, c'est, oui, il faut dire la vérité, c'est de créer des Bantoustans, une constitution, en fait, qui intègre la notion d'État ethnique. Ça, État mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui se vit dans les États-Unis d'Amérique? Chaque État est libre de faire ce qu'il fait dans son État. Chaque État a ses... Bon, c'est vrai, il y a des lois pour tout le pays, mais chaque État respecte sa loi selon son territoire. Non, attendez. Quand on parle de fédéralisme, il y a deux choses. D'abord, la Constitution fédérale, comme la Bible, et le juge fédéral. Ça veut dire que vous adhérez à un pacte, le pacte fédéral. Dans ce pacte, on ne fait pas les choses au hasard.
on respecte le pacte. Si par exemple, l'État fédéral, le Congrès américain ou le Sénat américain décide que sur l'ensemble de la République des États-Unis, il n'y a plus de peine de mort et que la Constitution fédérale est modifiée, dans aucun État américain, on ne pourrait appliquer la peine de mort. Par exemple, si on dit que l'avortement est interdit dans tous les États américains, on ne pourra pas avorter ni à Washington, ni à New York, ni en Pennsylvanie, ni dans l'Ohio, ni nulle part ailleurs. Donc, quand on fait une fédération, il y a une constitution fédérale. Il ne faut pas la piétiner. Il y a un juge fédéral pour ramener à l'ordre ceux qui veulent transgresser la constitution fédérale. Au point que, je vais vous dire une chose, il y a les juges de la Cour suprême, pour parler du cas des États-Unis, qui peuvent destituer celui qui les a nommés. Ça veut dire que je vous nomme juge fédéral, je suis le maître, mais une fois que je vous ai nommé, vous êtes totalement indépendant. Vous pouvez me destituer. Vous voyez? Donc, il faut savoir que dans ce fédéralisme-là, il y a toujours des garde-fous juridiques. Oui. On appelle la Constitution fédérale et un juge fédéral qui est totalement indépendant, qui frappe où il veut, comme il veut. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait un juge qui a voulu prononcer l'impeachment, bon, même si c'est voté par le Sénat ou par le Congrès, mais c'est le juge qui engage des recours contre Bill Clinton. Comprenez, parce qu'il aurait eu des relations intimes avec une stagiaire, et c'était le cas avant Clinton, parce que à l'époque, il a été poursuivi en justice par un juge fédéral qui l'a nommé. Donc, il y a des garde-fous constitutionnels. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas croire que c'est un fourre-tout où chacun vient faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des garde-fous juridiques constitutionnels. D'accord. Eh bien, on va sortir de cette émission dans quelques minutes, oui. Eh bien, on va essayer de savoir qu'est-ce que vous avez l'habitude de lire. C'est donc une question à laquelle nos auteurs n'échappent pas sur notre plateau. Vous êtes l'invité de Bibliothèque d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui fait votre bibliothèque à vous? Bien, moi, j'aime beaucoup les essais. C'est-à-dire que des approches qui traitent, qui analysent des situations données. Oui. Ça peut être en anthropologie, ça peut être en sciences politiques, ça peut être simplement sur des phénomènes de société. Donc moi, j'ai soif d'apprendre. Je suis un homme par nature curieux. C'est pas que j'aime pas les romans, j'ai beaucoup de respect pour le talent de certains romanciers, c'est clair, oui. Mais ce n'est pas mon dada. Mon dada, c'est vraiment le documentaire. J'aime... Ce qui attise votre conscience? Ce qui attise ma soif de savoir, en fait. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, parce que la Bible disait souvent que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est vrai que quand on voit les haines tribales, c'est aussi pour cause de l'ignorance, parce que on ne veut pas connaître l'autre, on ne veut pas s'éduquer pour savoir que, par exemple, nous sommes issus de gros brassages ethniques. Savez-vous par exemple que les Pongos, qui sont constitués de Bomono et de Dibombari, ont en partie des racines dans la Sénégal maritime. Vous savez qu'en dehors des Bojongo, qui sont fusionnés avec les Ewalais, oui. Le reste des Pongos ont des racines à Makondo, à côté de Pouma, et à Pouma même, les origines Bassa. Savez-vous par exemple que l'Enveleux, ce qu'on appelle l'Enveleux, oui. Ce sont les Bassa qui sont agrégés au Béti, qu'on appelle l'Enveleux, qui sont dans la Haute-Sanaga. Les Bangveleux, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il faut s'éduquer. Oui. L'ignorance peut constituer des armes de destruction massive quand on est ignorant. Quand on ne connaît pas la vérité. Oui, moi je lis des livres, pour répondre à votre question, des livres qui nous apportent un peu cet éclairage sur des sujets que nous ne connaissions pas, que nous ignorions. J'encourage les gens à lire, et surtout à lire mon bouquin. Même si vous ne l'avez pas présenté, c'est pas grave. Bien sûr que si, on ne cesse de le mettre. Très bien, voilà. Donc, c'est la militaire, il faut l'acheter. Vous avez eu la prétention de le traiter de livre de l'année. Attention. Eh bien, donc, oui. Il faut l'acheter parce qu'il coûte 10 000 francs, ça fait presque 250 pages, 247 plus exactement, oui. Parce que
il nous amène vers la réappropriation d'une conscience nationale, au détriment d'une conscience ethnique qui est extrêmement dangereuse pour notre avenir. On a des enfants, hein, vous savez, on a besoin quand même que ces enfants ne voient pas ces déchirures, ces guerres ethno-tribales qu'on voit à San Milima, on chasse les Wadjo, on chasse les Bamileke. Que notre génération naisse avec, avec une conscience nationale, qu'on est Camerounais, qu'on s'aime entre nous, que nous sommes partout au pays, quelle que soit la ville où nous sommes. Nous avons décidé de nous installer dans une ville, nous sommes chez nous au Cameroun. Il faut cesser avec l'autochtonie et avec l'allogénie. Il faut qu'on l'enlève de la Constitution. Et c'est pour ça que je dis que l'unité nationale a besoin des termes adéquats. Vous savez que les mots ont un sens. Le sens, c'est un atome de signification qui est défini par la science. Quand je vous dis, par exemple, je suis un notable, ça a un sens. Je suis un patriarche, ça a un sens. Donc, quand on dit je suis Camerounais, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, être Camerounais. C'est une fierté. Je ne dis pas qu'on méprise nos sous-cultures, nos infracultures. Je dis qu'au-delà de nos tribus... Qu'on mette en fait la posture camerounaise au-delà de... Oui, c'est un peu comme comme un immeuble qui a plusieurs appartements, n'est-ce pas? Si le feu commence à prendre l'appartement, votre voisin a intérêt de crier, d'alerter, vous voyez, pour qu'on se mette ensemble, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, pour éteindre, pour étouffer l'incendie. Parce que si l'incendie dévore l'immeuble, c'est tout le monde qui est perdant. Voulez-vous que le Cameroun soit dévoré? Je ne le pense pas. Il faut acheter ce livre, hein, parce qu'il s'agit de l'unité nationale. C'est notre pays. C'est notre pays, donc on n'a pas le choix. On est déjà si petit face au monde, les grands ensembles, l'Union européenne, l'Union de l'Asie du Sud-Est, l'Union entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, l'Inde qui arrive comme un mastodonte, l'Allemagne, l'Union européenne, tout ça. Et nous voulons encore nous diviser. Déjà, on ne pèse pas grand-chose dans l'économie mondiale. Imaginez qu'on veuille encore nous subdiviser. Mais c'est de la folie. Il faut sortir de l'indigénisme, du nativisme et du biologisme. Parce que je suis né ici, donc toi tu es étranger. Ça veut dire quoi? Mais alors, et quand au Cameroun, on estime que pour être maire, il faut être natif de la zone, par exemple... Une mauvaise loi. C'est une très mauvaise loi. Il faut la changer rapidement. Ça n'a pas de sens. Nous voulons l'unité des Camerounais. La Constitution dit que les êtres naissent... Mais est-ce que cette Constitution ne donne pas déjà du poids à ceux qui pensent à un fédéralisme communautaire? C'est pour ça que je dis qu'il faut même la réformer. Parce qu'elle est ambiguë, contradictoire. On ne peut pas à la fois parler d'équilibre régional, de autochtonie dans la Constitution et parler de droits fondamentaux qui interdit les Camerounais de se juger en fonction de leur religion, de leur origine ethnique et philosophique. Vous voyez? Donc ça veut dire que si vous me voulez comme collaborateur, vous ne devez pas tenir compte de mon origine ethnique. Quand vous voulez épouser un homme ou un homme pour épouser une femme, est-ce qu'on tient compte de son origine ethnique? Dois-je vraiment répondre à cette question? Je ne sais pas, mais je vous invite à y réfléchir. C'est-à-dire que il y a des parents souvent qui sont un peu nombrilistes, un peu... mais c'est pas une bonne chose non plus. Parce que on veut que les enfants soient heureux. Une Betty qui épouse un Bamileke qui épouse une Bafia, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'ils soient heureux, qu'ils font de beaux enfants, n'est-ce pas? Et qu'il y ait un brassage culturel. Et voilà, c'est ça le remède. C'est pas ces histoires que je suis Bamileke, je suis Ekan, c'est des bêtises. C'est une bêtise idéologique. C'est une idée primitive, grégaire. On est au XXIe siècle quand même. On est des humains. Vous êtes ma sœur, entre guillemets. Nous sommes des frères. Ça veut donc dire que nous devons nous considérer avant tout comme des alter ego. On n'est pas là pour stigmatiser les gens, pour créer des singularités, pour vous rappeler que vous venez de Kédia. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, quel est le caractère de Cassandra? En quoi elle peut nous être utile dans notre quête de démocratie, notre soif de liberté? C'est ça qui est intéressant. Formons le citoyen de la République. En quoi ça m'intéresse d'être recrouillé dans mon banc ganté
de mes parents, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne peut pas m'intéresser. C'est un microcosme. Nous sommes pour les macrocosmes, pour les grands ensembles. Le monde vers l'unité africaine, vers les États-Unis d'Afrique. Nous voulons que la conférence de Berlin, qui nous a été imposée et qui a divisé nos pays, puisse être effacée et que l'Afrique se retrouve. C'est ça que nous voulons. Mais par exemple, il y a des Bassa en Namibie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Allemands déportaient les Camerounais de Nangaï beaucoup, qu'on voyait en Namibie. Vous avez les Banyangui au Gabon. Les Shirochiwa, ils sont au Gabon. Vous avez des Fang qui sont un peu partout. En Guinée équatoriale. Oui, tout ça. Oui. L'Afrique a été divisée sans l'avis des Africains. Et nous voulons, dans nos petits États donnés par les Blancs, encore nous diviser. C'est pas la bêtise, c'est quoi? D'accord, merci Célestin Djamel. On va terminer en vous posant la question de savoir qu'est-ce qui vous inspire, ou alors que vous inspire cette assertion justement de Nelson Mandela qui disait nous ne sommes pas encore libres, mais nous avons atteint la liberté d'être libres. Est-ce que ça ne signifie pas tout finalement en Afrique? Oui, parce qu'il veut pas dire, je suppose, qu'on a cassé les cadres institutionnels, Clark Murray qui condamnait les Noirs à vivre à la marge de la société. Il y avait des passeports des Bantoustans. Les Noirs n'avaient pas de passeport sud-africain. Il faut bien savoir qu'en Afrique du Sud, avant Mandela, il n'y avait pas de passeport sud-africain pour les Noirs. Ils avaient le droit à être des Bantoustans, Zoulous, Xhosa, etc. Oui. Donc, nous ne sommes pas encore libres parce qu'il y a des habitudes qui remontent à très loin et qu'avec le temps, on aura enfin l'opportunité de devenir des hommes libres. C'est comme un esclave, quand on le lâche, il ne sait pas où aller. Il est tellement habitué à son maître qu'il refuse de croire qu'il est libre, parce qu'il est attaché à des atavismes, des habitudes de l'ancien temps. Hein, vous voyez? Donc, il ne se rend pas compte qu'il est libre. Il veut être sous la férule de son maître. Donc, il faut du temps pour qu'on s'émancipe de cette mentalement de notre esclavage. Comprenez? L'esclavage, il est d'abord mental. C'est pas un truc que tu es derrière les barreaux. On peut être derrière les barreaux et être libre dans sa tête. On peut être apparemment libre, mais être esclave. Croire qu'on est inférieur. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'une équipe africaine ne peut pas remporter la Coupe du Monde. Parce qu'ils se voient noirs, que jamais un noir, une équipe noire n'a remporté la Coupe du Monde. Ils croient donc que c'est impossible. Parce que pendant 500 ans, pendant l'esclavage, pendant 60 ans de colonialisme, ils ont cru qu'ils étaient des êtres inférieurs, qui n'étaient bons en rien. En rien. Oui. Donc dire qu'une équipe noire remporte la Coupe du Monde, pour eux, c'est le délire, quoi. Parce qu'il y a des blocages, il y a des limites dans leur tête. Vous comprenez? Donc Mandela a raison. Nous n'avons pas encore, effectivement, atteint la liberté, mais on a conquis la liberté d'être libre. Nous pouvons désormais, dans ce monde, dans ce nouveau monde multipolaire, du moins je le souhaite, être des hommes et des femmes libres. Libres de conquérir le monde. Libres de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Libre de travailler et de gagner la finale de la Coupe du Monde. Je le souhaite au Lion. Et c'est possible. Donc il faut écraser les complexes. Il faut être le nouvel Africain, l'Africain décomplexé, l'Africain conscient de ses valeurs, de ses capacités. Parce que dans un monde passé, l'Égypte était la puissance dominante, vous savez très bien, en tout, en sciences, en littérature, en tout. Comprenez? Ce n'était pas les Blancs. Donc aujourd'hui, je pense que l'esclavage nous a un peu traumatisés, enfin ça a laissé des traces dans le cerveau de beaucoup d'Africains, mais il est temps de se défaire de ce complexe d'infériorité, de se dire que nous on peut, comprenez? Et on peut, comment dirais-je, nous réarmer moralement, intellectuellement, pour effectivement conquérir les espaces dans le monde, parce qu'il y a plusieurs civilisations. Et le concert des nations, c'est justement l'apport de chaque civilisation. Il n'y a pas les uns qui mondialisent et d'autres qui sont mondialisés. Ça n'a pas de sens. Donc tout dépend de nous. Si nous avons une âme d'esclave, on sera toujours dernier. Mais si nous avons une âme de conquérant, on sera devant.
Merci Célestin Diamène pour toutes ces explications, mais surtout d'avoir ouvert votre cœur et votre conscience, je vais le dire ainsi. Vous étiez donc l'invité de l'émission Bibliothèque d'Afrique et on a essayé de refaire votre livre, Le fédéralisme unitaire, l'unité nationale ou rien. Alors la date de parution de ce livre ainsi que le jour de la dédicace. Effectivement, le jour de la dédicace, c'est le 16 novembre, oui. Mercredi prochain, Oui. pas si long que ça, à partir de 11h à la salle de fête d'Aqua. La salle de fête d'Aqua, c'est au cœur de la ville, donc personne ne doit manquer à cette conférence dédicace, parce que je l'ai voulu comme une conférence en même temps, parce que je pense qu'il y aura des envies de poser des questions. Donc il faut laisser ces envies à vos consoeurs, à vos confrères, pour que je puisse avoir aussi l'opportunité d'apporter certains éclairages. Donc le 16 novembre, mercredi 16 novembre à 11h, à la salle de fête d'Aqua, je vous attends nombreux pour enfin sortir de la nuit obscure du fédéralisme communautaire. Et vive le fédéralisme unitaire, donc qui préserve l'unité nationale, qui unit, qui rassemble et qui regroupe les énergies en vue d'un Cameroun plus fort et plus émergent. Voilà donc un livre que l'on attend avec impatience, celui qui nous donnera la feuille de route pour pouvoir unir, mais surtout pour repenser l'économie, le développement et l'éducation du Cameroun. Merci à vous pour ce livre et merci d'avoir été l'invité de Bibliothèque d'Afrique. À vous qui nous avez reçus chez vous, on vous dit également merci. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette émission sur For You Media Africa, nos différentes pages Facebook et YouTube. Vous nous avez également écouté sur For You Africa Radio 96.3 FM pour ceux qui se trouvent dans la capitale économique du Cameroun, Douala, mais également ses environs. Bibliothèque d'Afrique s'achève donc sur cette note. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, avec un tout autre auteur, mais surtout de belles découvertes.